Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours concernant toujours le programme de la première année du bac. Le dernier cours que je viens de lancer, c'était concernant Antigone et c'était concernant les résumés des scènes. Je vous avais promis dans un premier temps que j'allais poursuivre avec le cours des situations, des passages, mais ce que j'ai préféré le plus, parce qu'on est à peu près à une semaine, voire 10 jours de l'examen régional, j'ai préféré parler aussi du dernier jour d'un condamné pour un peu équilibrer les choses, d'accord? Parce que je sais que pas mal de gens peuvent, comment dire, compter sur les informations qu'on a évoquées dans Antigone ou bien dans la boîte à merveilles, compléter les informations d'Internet, des autres chaînes YouTube, il y en a plein, des pages Facebook. Alors, j'ai préféré faire de même pour le dernier jour d'un condamné à mort, vous donner une sorte de cartographie qui vous permettrait de chercher les bonnes informations, comme je vais préciser dans un premier temps dans une vidéo concernant le condamné à mort, qui était une sorte de présentation générale. Une deuxième remarque pour les gens qui ont une bonne observation, vous allez voir ici qu'il y a pas mal de cours qui ont été supprimés de cette liste. Je vous rassure, ils ne sont pas supprimés. C'est que j'ai juste préféré encore les implémenter tous dans un seul cours qui est la présentation de l'œuvre et vous allez voir que tout est présent. Si vous remarquez le manque du 19e siècle ou bien le roman à thèse, sachez que tout est présent ici dans le cours que nous allons bien sûr faire aujourd'hui, le cours concernant euh, la présentation de l'œuvre. Le cours d'aujourd'hui, pour normalement l'œuvre du condamné à mort, sera une présentation de l'œuvre. Sauf la différence entre la présentation que j'avais déjà faite, qui est une présentation générale, c'est que cette présentation sera détaillée. Il va contenir plusieurs informations. Nous allons commencer par le cadre temporel qui est le 19e siècle. Nous allons parler aussi des livres, le dernier jour d'un condamné. On va parler de l'impact personnel de Victor Hugo sur le roman, ou bien du roman sur Victor Hugo. On va parler du roman à thèse, les repères thématiques majeurs, l'analyse de la préface, le jargon carcéral et bien sûr une petite synthèse. Cette vidéo va vous permettre, quand vous allez bien sûr, bien évidemment, la terminer, cette vidéo va vous permettre d'avoir une idée vraiment globale de toutes les informations nécessaires. D'accord? Ce qui va vous manquer après, c'est juste les résumés de chaque chapitre, disant aussi quelques généralités, peut-être le schéma narratif que je vais expliquer, que j'avais déjà expliqué pas mal de fois, j'ai pas mal cité dans des cours précédents, que ce soit le schéma narratif de la boîte à merveille, où j'ai cité celui du condamné à mort, ou bien d'Antigone, où je cite encore celui du condamné à mort. Donc, de toute façon, je suppose que ce cours sera très important et sera très riche d'informations. Donc, je vous demande juste de rester bien attentif, rester concentré. Peut-être que la vidéo sera longue, je viens de la commencer, je ne sais pas combien de temps il va prendre, mais ce que je vous promets, c'est que si vous restez concentré, vous aurez des informations qui vous seront vraiment, vraiment très, très utiles. Donc, restez concentrés et suivez-moi. Nous allons commencer par la présentation de l'œuvre globalement et je vais parler du 19e siècle. Donc, Victor Hugo, qui a marqué le 19e siècle par sa stature de poète et d'écrivain hors pair, est connu aussi par son engagement politique. Il a défendu plusieurs causes à la fois, militant du premier ordre de la cause sociale. Il n'a cessé de lutter pour plus d'équité par l'amélioration de la condition et des droits civiques des femmes. L'une de ses prises de position fut également la lutte contre la peine de mort, combat auquel il n'a jamais failli de sa vie, et qu'il entamera de façon éclatante par la publication
de notre œuvre qui est Le dernier jour d'un condamné. C'était le 3 février 1829. Euh, Pareil, son nom d'auteur. Donc c'est une information très importante. Le dernier jour d'un condamné à mort, quand il a paru la première fois, il n'y avait pas de nom d'auteur. Ça veut dire le nom de Victor Hugo n'était pas mentionné. Son nom d'auteur, un court roman où un condamné attend la mort et raconte son attente. Son récit s'arrêta à l'heure de l'exécution. On ne connaît même pas son crime, seulement l'angoisse de celui qui sait qu'il va mourir et pendant 5 semaines habite avec cette pensée, toujours seul, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. Ce sont les paroles du condamné à mort qui est le narrateur de l'œuvre. Donc, il dit lui-même il est habité de cette pensée, qu'il se sent toujours seul, qu'il est toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. Donc, le livre de Dernier jour d'un condamné, c'est un livre qui représente un cri, d'accord, plus qu'un discours. C'est un chef-d'œuvre, bien évidemment, comme en le lisant, ne pas être obsédé même aujourd'hui, par l'image de ces milliers d'hommes et de femmes, et peut-être même d'enfants, qui attendent aussi pendant des années, en ce moment même, dans les couloirs de la mort, quel que soit le pays, quelle que soit la religion, quel que soit, bien sûr, le continent où ils sont présents. On est bien d'accord qu'il y a des milliers de gens qui sont peut-être à cette heure-là dans les couloirs attendre leur fin probable. D'accord? Donc, cela est concernant le livre. Maintenant, parlons de l'impact personnel de cette œuvre sur Victor Hugo. Donc, Victor Hugo, quand il avait 26 ans, il vivait une vie heureuse avec Adèle, c'était sa femme. Il avait une petite fille qui s'appelait Léopoldine. Léopoldine, on peut dire qu'il a le même âge que Marie, la fille du condamné. D'accord? Il avait 3 ans aussi. Un jour, sur la place de Grève, donc c'est réel et c'est Victor Hugo qui va vivre cela. Un jour, il était sur la place de Grève. Il rencontre les aides du bourreau en train de préparer et de graisser la guillotine pour que le lendemain, le cou d'un homme soit proprement tranché. Ce sont les propos de Victor Hugo. Cela a ravivé en lui d'effrayants souvenirs d'enfance, notamment celui d'un homme garrotté en Espagne, tourmenté par l'idée de se condamner qui attend la mort pendant qu'on prépare la sinistre machine. Il voit la montée vers l'échafaud comme celle du calvaire. C'est alors que l'écriture de ce livre s'impose à celui comme une nécessité. Ça veut dire il s'impose à Victor Hugo comme étant une nécessité. Ça veut dire il est dans l'obligation d'écrire cette œuvre-là. Dans sa lutte, il pose la question de la justice, des causes sociales du crime, des raisons du châtiment, des justifications de la peine. Il use de tous les arguments pour convaincre de, bien sûr, sa thèse qui est l'abolition de la peine de mort. Il met la peine en scène, décrit des scènes de boucherie sanglantes. On peut dire en bref qu'il mène une sorte de guerre contre la peine de mort. Il voyait la guillotine dressée devant lui comme un spectre sanglant. Il voulait la battre. Il utilisa tous les arguments, mais il fallut attendre la fin du XXe siècle pour que la peine de mort soit abolie. Quand je dis soit abolie, dans quelques pays et concernant quelques religions. Donc ce n'était pas universel, mais quand même, dans l'entourage ou bien la société de Victor Hugo, il a pu accomplir, disons, ce qu'il voulait à la base en écrivant son œuvre Le dernier jour d'un condamné. Donc ceci concernant le 19e siècle, je n'ai pas parlé trop du 19e siècle parce que tout le monde le connaît, c'est l'époque de la lumière, là où il y avait plusieurs écrivains, plusieurs sociologues, plusieurs hommes qui ont la plume avec laquelle ils ont lutté contre tous les espèces ou bien tous les types de discrimination que la société vivait auparavant. Euh, C'était la raison pour laquelle déjà Victor Hugo a écrit l'œuvre et j'ai expliqué de plus qu'il y avait une sorte d'impact personnel sur le Victor Hugo parce que lui, comme étant enfant, il avait assisté à une
exécution et en étant adulte, avec sa petite fille Léopédine, il a assisté à la préparation pour l'exécution d'un autre condamné. Maintenant, nous allons parler des repères thématiques majeurs dans l'œuvre de Victor Hugo. Donc, les repères thématiques majeurs. Donc, si vous voyez, on peut les classer en deux grandes catégories. Il y a la crime, la justice, la peine de mort et bien sûr le monde carcéral. Donc, commençons par les crimes, la justice, la peine de mort. Donc, les criminels, dans le dernier jour apparaissent deux condamnés à mort. Je dis bien deux condamnés à mort, le narrateur et le frioche. Bien que leur rapport soit complexe et leur personnalité différente, leur destinée les rapproche sur un point commun, le crime de sang et la condamnation à la peine de mort. Donc Hugo, en insistant sur cette dessemblance, vise à développer deux réflexions opposées. La barbarie du crime légal, idée développée en faveur de l'abolition de la peine de mort, et la responsabilité, concernant le frioche, la responsabilité de la société dans l'émergence de la criminalité. Donc, le narrateur. Le narrateur, le condamné est coupable, mais tout est ignoré sur le crime de sang. Le narrateur n'est pas un marginal, il est issu d'un milieu bourgeois, il a été éduqué d'une façon vraiment très sophistiquée. On peut dire même il a été éduqué d'une façon finie. Entouré de gens dont il ignore la langue et les manières, on parle dans la prison bien sûr, il est l'homme d'un seul forfait, condamné à mort. Contrairement aux autres écrivains, Victor Hugo choisit l'anonymat du condamné pour placer son projet de défense dans un cadre universel qui est les droits de l'homme. Le Frioche, à l'instar de Claude Guyot et Jean Valjean, les personnages principaux de Victor Hugo, dans les romans précédents de Victor Hugo, que ce soit Les Misérables ou bien Notre-Dame de Paris. Donc le Frioche, fils d'un criminel exécuté, orphelin et livré à lui-même, sombre dans l'univers du vagabondage et des délits réitérés avant de plonger finalement dans le crime de sang. Face à ce tableau noirâtre, Victor Hugo met l'accent sur la responsabilité de la société qui est, à cause de son indifférence, n'a rien fait pour veiller à la correction et la réinsertion des personnages défavorisés. Voilà, c'est grosso modo, c'est la vision de Victor Hugo. Donc pour lui, les criminels, il a présenté deux catégories, un condamné à mort pour présenter la barbarie du crime légal et le frioche pour présenter la responsabilité de la société. D'accord. Donc, le système judiciaire. L'auteur critique sévèrement le système judiciaire, qui, selon lui, doit être réformé puisque le bagne et la prison, tels qu'ils sont, restent loin de jouer leur rôle éducatif et curatif. Selon Victor Hugo, le crime est une maladie que la société soigne mal. Il transforme les petits délinquants en criminels récidivistes. L'auteur s'en prend aussi à la magistrature, souvent peu soucieuse du sort des personnes qu'elle juge. Voilà, c'est la critique concernant le système judiciaire. Et la guillotine, l'objet par lequel nous exécutons, ils exécutent les condamnés à mort. Donc la guillotine, hanté par une grande peur et tout au long de l'écriture de son journal, le narrateur ne pense qu'à la guillotine et éprouvait manifestement une répugnance à la prononcer en écrivant ceci. Le nom de la chose est effroyable, et je ne comprends point comment j'ai pu jusqu'à présent l'écrire et le prononcer. La combinaison de ces deux lettres, leur aspect, leur physionomie, est bien faite pour réveiller une idée épouvantable. C'est le condamné à mort, ou bien Victor Hugo, qui parle en utilisant le condamné à mort comme étant narrateur pour décrire la guillotine. Donc il dit, le nom de la chose est effroyable et je ne comprends point comment j'ai pu jusqu'à présent l'écrire et le prononcer. On peut même réfléchir que
c'est un jeu de rôle entre Victor Hugo et le condamné à mort. Quand vous entendez l'écrire, et le prononcer et l'écrire, cela concerne Victor Hugo. Le prononcer, c'est le narrateur, le condamné à mort. Vous voyez le jeu de rôle que- qui fait en sorte que Victor Hugo était un génie de l'écriture française. La combinaison de ces deux lettres, leur aspect, la physionomie est bien faite pour réveiller une idée épouvantable. La deuxième, une idée épouvantable. Pour nommer la guillotine, il finit par en évoquer les différentes parties consécutives comme s'il avait du mal à concevoir l'objet ou l'appareil dans son ensemble. L'espèce d'extrade, la monstrueuse charpent, le couperet, le couteau, le triangle de fer. À ces mots, il ajoute de nombreux synonymes et périphrases tels que la chose, la machine, les 10 lettres, la couleur rouge et la couleur du sang en vue de en ex- mettre en évidence le caractère meurtrier et effroyable de l'instrument de la peine de mort. Outre ces détails et les allusions faites aux souffrances que le condamné est appelé à endurer, Hugo tient à placer ce qu'il nomme meurtre judiciaire, au même titre que tous les autres crimes, étant donné son caractère violent et sanguinaire. Donc cela bien sûr concerne la première partie, les crimes, la justice et la peine de mort. Maintenant, cela concerne le monde carcéral. Le monde carcéral, nous avons aussi deux sous-catégories. Il y a les endroits bien sûr et les hommes. Les endroits, nous avons dans un premier temps la cellule. Le narrateur, très marqué par l'aspect triste et sombre de sa cellule à Bicêtre, se livre dans un premier temps à sa description globale et sa description globale, c'était le chapitre 6. Pour passer ensuite, pour passer ensuite à une description plus précise et plus détaillée au chapitre 10. Autre des inscriptions mutilées, des phrases démembrées et des mots tronqués relevés sur les murs de sa cellule sortent de corps sans tête comme ceux qui l'ont écrit et qui l'ont précédé dans cet endroit glacial. Le narrateur a beau souhaiter que chaque mot, que chaque écrit l'inspire et lui révèle l'histoire et la vérité de ses précédents, la description de son cachot inspire sans cesse absence de liberté, ennui et solitude, la cellule symbolisant l'isolement, l'exclusion, l'humidité et l'obscurité, bannit tout contact humain. La conciergerie, sa deuxième cellule, offre un tête-à-tête avec la frioche, mais avec le frioche, mais il ne donne lieu à aucune description puisque l'heure de l'exécution approche. Deuxième endroit, le préau et la cour. Ces deux lieux constituent des occasions de rencontre entre les prisonniers. La cour est longuement décrite par le narrateur dans le chapitre 8, qui qualifie le spectacle auquel il assiste de choses hideuses. Le ferment des forçats, destiné à partir pour la Bagne de Toulon, comme le ferment se fait au su et au vu des prisonniers et quelques curieux, Hugo ne manque pas de faire de ces scènes une image authentique où le laid côtoie le beau. Le mal côtoie le bien et le sublime le grotesque. Troisième endroit, l'infirmerie. Vu son statut spécial, l'infirmerie constitue pour le prisonnier une bouffée d'air. Il lui offre provisionnement quelques réconforts. Avide de profiter du soleil, le condamné trouve dans cet aspect un moment d'apaisement qui demeure exceptionnellement éphémère. C'est la première partie qui est les endroits. Maintenant, les hommes. Dans le dernier jour d'un condamné, le personnel pénitentiaire rassemble à une armée, une foule, informe d'où l'utilisation d'une série de mots par le narrateur pour qualifier ou désigner les personnes chargées de surveiller les prisonniers
le garde-chiourme, les gendarmes, les geôliers, les guichetiers, les porte-clés, les gardiens, les argousins, concierges. Comme il n'est pas facile de comprendre les tâches ou les attributions de chaque catégorie, le condamné n'a qu'une seule conclusion à tirer. Face à cette confusion, toutes ces personnes sont les mêmes confondent, et se confondent dans une même attitude déshumanisée. C'est le, si le condamné est le seul personnage jouissant d'une réelle profondeur. Il n'en est pas de même pour le personnel de la prison, qui est tellement peu caractérisé qu'on a du mal à le compter parmi les personnages. Ils se confondent tous avec la prison, au point que c'est la prison qui est personnifiée et le personnel chosifié. C'était le chapitre 20. Ça veut dire que il a donné des caractères humains à la prison et a donné des caractères de choses aux hommes. Donc c'est comme s'il y avait une personnification et le contraire de cette personnification. Donc ce sont les repères thématiques majeurs. Donc il suffit juste de garder en tête, bien sûr, les crimes, la justice et la peine de mort. Il y a les criminels sont le narrateur, le frioche, le système judiciaire, la peine de mort est bien sûr représentée par la guillotine. Concernant la deuxième catégorie qui est le monde carcéral, c'est les endroits et les hommes. Les endroits, ce sont les cellules, que ce soit celle de Bicêtre ou bien celle de la conciergerie, et bien sûr la cour de prison, ainsi que l'infirmerie, l'endroit spécial ou bien étrange à cette combinaison d'endroits dans la prison. Donc ce sont les repères thématiques majeurs. Maintenant, concernant le roman à thèse. Le roman à thèse est une œuvre d'abord littéraire, mais à travers laquelle l'auteur défend une thèse qui a une portée universelle. Exemple, le dernier jour d'un condamné, la portée universelle ou bien la thèse, c'est la peine de mort. Le roman à thèse est un roman réaliste. Il y a une écrivaine française qui s'appelle Suzanne Rubin qui a donné une petite définition du roman à thèse. Je vais vous la lire immédiatement. Donc, ce signale au lecteur comme porteur d'un enseignement tendant à démontrer la vérité d'une doctrine politique, philosophique, scientifique ou religieuse. Ce sont les paroles de Suzanne Rubin. Vous pouvez faire des recherches par rapport à ce personnage qui est très célèbre en France. Suzanne Rubin, je répète. Le roman à thèse propose des valeurs qui existent indépendamment du texte romanesque et qui lui servent de référence intellectuelle et idéologique. Le roman à thèse impose au lecteur une thèse à laquelle il doit adhérer et des arguments qui justifient la position de l'auteur. Si je vous parle des arguments qui justifient la position de Victor Hugo, on va dire la peine de mort ne rend pas justice à la famille de victime, la peine de mort ajoute un autre crime, la société est responsable du crime et la peine de mort forge une foule assoiffée de sang. Voilà, donc ce sont les arguments que Victor Hugo a utilisés pour défendre sa position et pour essayer de nous imposer sa façon de voir les choses. En partant d'une telle définition, on peut facilement dire que le dernier jour d'un condamné est un roman à thèse puisque Victor Hugo attaque à travers ce récit la peine de mort toute sa vie durant. Le grand Victor Hugo a milité pour l'abolition d'une peine aussi injuste par rapport à lui. On peut aussi considérer que le dernier jour d'un condamné est un roman autobiographique ou bien même un journal intime. Je vais mieux expliquer dans les leçons qui viennent parce que pas mal de gens vont me dire voilà, si c'est un roman autobiographique. Non, on peut juste le considérer. Pourquoi? Parce que Victor Hugo a vécu quelques scènes réellement qu'il est en train de citer dans son œuvre en les attachant au condamné à mort. C'est la raison pour laquelle on peut dire qu'on peut considérer Dernier jour d'un condamné comme étant un roman autobiographique ou bien un journal intime. Euh, Roman qui cherche à illustrer une théorie des idées. Le roman à thèse, l'œuvre qui prouve la plus haïssable de toutes est celle qui, le plus souvent, s'inspire d'une pensée satisfaite.
Ça veut dire que pour Victor Hugo, il était satisfait de sa pensée. Pour lui, la peine de mort est le vrai crime. Donc il faut l'abolir. Donc, il n'hésitait même pas en vérifiant ces informations. Donc voilà, 19e siècle, Dan, Impact personnel, le livre DGC, Dernier jour d'un condamné, roman à thèse, les repères thématiques majors. Maintenant, nous allons voir une petite analyse de la préface des derniers jours d'un condamné. Comme je vous ai dit, si vous vous souvenez très bien, la première fois que le condamné à mort est apparu, il est apparu son nom. C'est la raison pour laquelle j'ai marqué ici 1932, parce que cette œuvre-là va être réécrite avec le nom de Victor Hugo et avec la préface. Ça veut dire, dans un premier temps, il n'y avait pas de préface. C'est pour ça, vous voyez, si vous faites des recherches, vous avez toujours analyse de la préface de 1832, même si que l'œuvre est apparue en 1829. Donc, analyse de la préface. Le dernier jour d'un condamné constitue un plaidoyer politique pour l'abolition de la peine capitale, qui s'adresse à l'ensemble de la société civile. L'auteur considère que cette sentence n'a pas lieu d'être et ne devrait pas être appliquée quel que soit le crime commis. Cette vérité lui est apparue simplement en assistant à ces exécutions publiques et en se demandant qui peut bien mériter cela. L'auteur affirme par ailleurs que seules les personnes haut placées pouvaient être épargnées de ce supplice. Hugo soulève également le problème des exécutions qui tournent mal et qui ne semblent indigner personne malgré leur extrême gravité. Il évoque en particulier l'exemple d'un homme qui n'a été prévenu de son exécution que 2 heures auparavant. Le moment venu, la guillotine avait présenté quelques problèmes techniques et l'homme fut donc massacré et torturé par l'assistant du bourreau qui s'était lui-même chargé de la décapitation. D'autre part, l'auteur mentionne quelques arguments avancés par les partisans de la condamnation à mort, les refute et montre qu'ils sont en réalité sans fondement. Enfin, plein d'espoir, Victor Hugo appelle à une abolition progressive ainsi qu'à une révision complète du code pénal, des modifications qui rendront mieux justice et qui prendront mieux en compte les valeurs humaines. Voilà, c'est la préface qui a été écrite 3 ans après l'apparition du condamné à mort et ce sont les informations qu'il contenait. Le jargon carcéral. Donc, je vais citer, pas tous, mais quelques mots qui sont les plus utilisés, qu'on appelle aussi le jargon carcéral, carcéral ou bien le lexique de la justice. L'arrêt, décision de la Cour de justice, jugement. L'assesseur, l'adjoint du juge. La cassation, acte juridique par lequel on annule un jugement, ce pouvoir en cassation. La Cour d'assises, tribunal qui juge les crimes. Un greffier, fonctionnaire qui enregistre les plaintes et transcrit les jugements. Les jurés, citoyens qui composent le jury d'un cour d'assises. La peine, châtiment infligé à un coupable, à perpétuer à vie. Préméditation, intention de commettre un crime. Le procès, opération du jugement. Le procès verbal, acte dressé par une autorité compétente et qui constate un fait entraînant des conséquences juridiques. Le procureur général, magistrat chargé de représenter le ministre public près de la Cour de cassation ou la Cour d'appel. Le procureur du roi représente le ministère public auprès d'un tribunal de première instance. Le lexique de la peine de mort, la guillotine, instrument muni d'un couperet glissant verticalement et qui sert à trancher la tête d'un condamné. L'échafaud, plateforme destinée à installer la guillotine. Le bourreau, celui qui est chargé d'exécuter le condamné. L'aumônier, prêtre attaché à un établissement scolaire ou euh, à une prison. L'univers carcéral. L'argousin, le garde chiom, garde chargé de surveiller les personnes condamnées aux travaux forcés. Euh, le galérien, les manias, les forçats, des personnes condamnées aux travaux forcés, les fers, les chaînes placées pour attacher les prisonniers, le geôlier, gardien de la prison, le guichetier, adjoint du geôlier, le cachot, prison obscure d'une petite surface,
La cellule, petite pièce où l'on enferme le prisonnier, le porte-clés, gardien de prison qui porte les clés. Ceci concernant quelques mots du jargon carcéral ou bien du lexique de la peine de mort ou bien l'univers carcéral. Donc nous avons le lexique de la justice, le lexique de la peine de mort, l'univers carcéral. Tous ces trois lexiques font partie du jargon carcéral. Et nous arrivons là à la synthèse du dernier jour d'un condamné. Cette œuvre est absolument bouleversante. Son artifice et son grande éloquence, mais tout simplement Victor Hugo, armé seulement de son talent, ne fait vivre intensément les derniers instants d'un être que la justice des hommes a condamné à mort. Espoir et désespoir, choix, joie et souffrance, le séisme moral que subit cet homme, l'électrochoc de sa fin prochaine révolte le lecteur, ce livre est si fort, si intense, si éclatant, qu'au fond de notre âme, quelque chose se fêle. Par cette fêlure, Victor Hugo, nous instille sa vérité et celle-ci enrobe notre conscience. La ronge de son horreur nous montre l'ignominie de l'acte qui va être accompli. Et la fêlure devient fissure, le flot de la verve égolienne s'engouffre, puis la fissure devient brèche. La vague de révolte émanant de ce texte nous submerge. À un certain moment de ce récit, l'intensité nous accule et soit nous fermons le livre pour fuir notre responsabilité, soit quelque chose s'effondre et provoque un grand vide, le vide de la dureté. Avons-nous le droit de supprimer l'existence de quelqu'un au retour d'un quelconque crime ou devons-nous nous faire un devoir de le sauver et d'aider à sa contrition? Enfin, cet ouvrage de Victor Hugo nous interpelle sur une question, toujours d'actualité à travers le monde. A-t-on le droit de supprimer un homme au nom de la loi? Hugo y répond sans ambages. Le dernier jour d'un condamné, un condamné attend sa mort et narre son attente. Son récit s'arrête à l'heure de l'exécution. On ne connaît même pas son crime, mais seulement l'angoisse de celui qui sait qu'il va mourir et pendant 5 semaines habite avec cette pensée enflée par le poids du verdict. Avec lui, nous vivons ce cauchemar, cette absurdité horrifiante de la peine capitale que personne avant Victor Hugo avait songé à dénoncer. C'était un acte courageux à l'époque, à contre-courant. Ce roman engagé et réaliste est donc un plaidoyer contre la peine de mort. C'est un cri qui dit plus qu'un discours. Désarroi, révolte, fatalisme, résignation, espoir en un paradis, peur de l'enfer. Une écriture simple, descriptive, puissante et vive, la beauté du texte, la force des images en font un ouvrage invoquant, qui ne peut qu'interpeller, suscitant à l'époque et encore aujourd'hui les plus vives passions. Voilà, c'est la synthèse du dernier jour d'un condamné, le livre qui est en train d'évoquer une- un, un- un problème vraiment qui normalement causait beaucoup d'angoisse aux gens de l'époque. Donc c'est Victor Hugo qui a eu le courage d'en parler et d'essayer de trouver la solution. Et c'est la raison pour laquelle on considère que l'ouvrage est est une forme de plaidoyer contre la peine de mort. Voilà, c'était la présentation générale de l'œuvre. Donc je répète très brièvement, nous avons vu le 19e siècle, l'impact personnel sur Victor Hugo et de Victor Hugo sur les faits ou bien les événements du condamné à mort, le livre en général du dernier jour d'un condamné. On a vu aussi le roman à thèse et ses caractéristiques, les, les repères thématiques majeurs qui sont indiqués dans le condamné à mort. On a fait une petite analyse de la préface de 1932 parce que je vous ai expliqué que l'œuvre est apparue sans préface, sans nom d'auteur en 1929, mais quand le nom d'auteur et la préface
ils étaient indiqués en 1932. On a évoqué quelques termes, quelques vocabulaires qui concernent le jargon carcéral et nous avons terminé avec une synthèse. Donc maintenant, vous avez un cours qui est vraiment très bref parce que je me rends compte que ça nous a pris à peu près 35 minutes. Donc je vois que normalement c'est à la portée de tout le monde. Il vous suffit juste, s'il vous plaît, comme j'ai indiqué dans un premier temps, de rester concentré, de écouter et réécouter cette vidéo, d'accord, capter les informations, essayer même de prendre note. Et après, je suppose que maintenant, quand vous allez terminer cette vidéo, vous allez avoir une vue globale du condamné à mort. Vous aurez toutes les informations nécessaires et vous aurez la possibilité de mieux répondre dans un premier temps aux questions de, de compréhension concernant le condamné à mort et vous avez une idée globale de ce qui se passe dans ce roman-là, ce roman qui un peu effraie pas mal d'élèves. Donc après, bien sûr, il ne restera plus qu'une biographie de Victor Hugo. Il y en a plein, vous pouvez chercher sur Internet. Je vais faire une petite vidéo, mais quand même, l'information se trouve sur Internet, le schéma narratif, les personnages espace-temps, les situations de passage comme d'habitude, les résumés de chaque chapitre et le résumé, bien sûr, général. Donc j'espère que ce cours vous serait d'une grande utilité. Je remercie tous les gens qui nous envoient des commentaires, des suggestions, nous envoient leurs observations. Je vous prie de ne jamais arrêter parce qu'on a besoin de ces informations, de ces commentaires pour pouvoir améliorer notre travail. Donc pour moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très 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 bientôt. Merci et au revoir.